Donc moi c'est Tiziri Kondi, animatrice syndicale au syndicat CGT HPE, donc hôtel de prestige et économique. On est là aujourd'hui devant l'hôtel Campanile de Levallois parce qu'on a réussi à obtenir la fin de la sous-traitance dans cet établissement. C'est la 15e que notre syndicat a réussi à obtenir dans les différents établissements où on était intervenus et c'est la 14e au niveau du groupe, c'est-à-dire au niveau du groupe hôtel, on a réussi à obtenir la fin de la sous-traitance dans 14 établissements, dont 2 cette année en fait. Il y en a eu une le 1er janvier à l'hôtel du Bourget, le Campanile du Bourget, et aujourd'hui ici au Campanile Levallois. Donc l'internalisation a eu lieu le 1er février. Donc on est là pour fêter ça. Parce que faut savoir que c'est pas simplement une victoire symbolique, notamment dans cette période, je dirais morose, c'est aussi une victoire très concrète pour les salariés, parce que avec la fin de la sous-traitance et l'internalisation de ces salariés, eh bien les femmes de chambre vont pouvoir bénéficier du même statut social que les salariés embauchés directement par l'hôtel, et donc avoir les mêmes avantages qu'eux, par exemple un 13e mois qu'elles n'avaient pas jusque-là, par exemple une prime d'intéressement qu'elles n'avaient pas jusque-là, par exemple une prime de panier qu'elles n'avaient pas jusque-là. Donc c'est vraiment comment dire, quelque chose d'assez concret en termes d'amélioration du statut social, aussi en fait en termes d'amélioration des conditions de travail, parce que là pour le coup, enfin voilà, on a quand même des délégués, notamment les délégués de la CGT HPE au sein de Louvre-Hôtel qui sont très comment dire, très à cheval, si je peux dire ça comme ça, très actifs effectivement sur la question des conditions de travail. Et d'ailleurs, je leur rends un hommage assez particulier aujourd'hui, parce qu'effectivement, dans cet établissement, les délégués de la CGT HPE ont beaucoup travaillé pour rendre possible cette internalisation, notamment dans cette période. Dernier point aussi qui me semble très important à dire, c'est que donc ici on est au Campanile, donc c'est le groupe Louvre-Hôtel, ça compte quand même pas moins de 4000 salariés, et il faut savoir qu'on a réussi justement en construisant une intersyndicale assez forte à négocier un accord de performance collective qui n'a pas forcément une connotation positive globalement, et je suis assez d'accord pour avoir vu ce qui se passe dans pas mal de boîtes, mais il faut savoir qu'ici à Louvre-Hôtel on a réussi à négocier un accord collectif qui interdit les licenciements économiques jusqu'au moins au mois de septembre prochain. C'est-à-dire qu'en fait c'est un accord qui a été conclu pour une durée déterminée, donc il y a quand même une garantie du maintien de l'emploi et le maintien de la rémunération à 100% pour l'ensemble des salariés au moins jusqu'au mois de septembre prochain, et ça pour le coup les salariés de la sous-traitance vont en bénéficier justement, alors que jusqu'ici ils ont été rémunérés à 84% parce qu'ils étaient en sous-traitance. Donc vous voyez, c'est pas que du symbolique, c'est vraiment très concret, et c'est vraiment une belle victoire aujourd'hui pour ces salariés-là et pour notre syndicat et pour le monde du travail. Alors concrètement, la sous-traitance, les différences entre l'externalisation et l'internalisation, notamment des cadences pour les femmes de chambre. Tout à fait. Maximum par chambre. Tout à fait. En fait, nous, syndicalement, effectivement, on se bat contre la sous-traitance et on se bat pour que les salariés soient embauchés directement par les établissements hôteliers. D'abord parce qu'on soutient que c'est leur activité principale, hein, en fait, c'est leur cœur de métier. On ne cessera jamais de le répéter. D'abord, et puis effectivement, la sous-traitance, en tout cas dans l'hôtellerie telle qu'on a pu l'observer dans l'ensemble d'établissements où on est intervenu, on intervient toujours, c'est synonyme de dumping social. C'est-à-dire avec tout ce que vous dites effectivement en termes de cadence infernale, parce que vous savez, en fait, les contrats commerciaux sont systématiquement renégociés, soit tous les ans, soit tous les 2 ou 3 ans, et très souvent, eh bien, le contrat commercial est revu à la baisse, et les conditions de travail se dégradent à mesure que les nouveaux sous-traitants arrivent.
arrive, et ça implique effectivement du paiement à la chambre, des suppressions d'avantages sociaux, des suppressions d'emplois via notamment les clauses de mobilité, parce que enfin, voilà, la clause de mobilité généralement ils s'en servent comme une variable d'ajustement de la main-d'œuvre, hein, c'est-à-dire que un jour j'ai besoin de toi aux compagnies de Levallois, un jour j'ai besoin de toi dans une autre compagnie, dans un autre hôtel, et ben enfin voilà, c'est des variables d'ajustement, ça nous permet de rendre les salariés plus flexibles du point de vue des patrons, mais c'est aussi un moyen, comment dire, cette clause de mobilité, c'est aussi un moyen de carrément licencier des salariés sans que ça se sache trop, quoi. C'est-à-dire qu'en fait on fait genre de te muter sur un site où tu connais personne, puis enfin voilà, quelques temps après on enchaîne les avertissements et on te licencie. Ou par exemple, ça peut aussi être un moyen de briser des grèves. Donc c'est-à-dire que concrètement on a une équipe de grévistes, je sais pas, de 15-20 personnes, on est une société de 3000-4000 salariés, on va constituer une équipe de substitution pour pouvoir remplacer légalement les personnes grévistes. Donc en fait, c'est vrai que la sous-traitance, c'est voilà, c'est pour nous clairement du dumping social. C'est des moyens supplémentaires qui sont donnés et aux sous-traitants et aux donneurs d'ordre en fait de contourner le droit de grève. C'est des conditions de travail qui durcissent pour les salariés. C'est des statuts sociaux aussi en fait qui sont clairement pas avantageux pour les salariés, parce que concrètement avec la sous-traitance, et ben les salariés ne vont pas bénéficier des mêmes avantages que les salariés en interne. C'est ce que je disais tout à l'heure en fait. Par exemple, s'il existe un accord collectif dans l'établissement hôtelier qui permet aux salariés d'avoir une prime d'intéressement, un 13e mois ou autre, eh bien les salariés de la sous-traitance, ils n'auraient pas applicable cet accord, parce que ils sont pas salariés directs de l'hôtel en question. Donc avec la fin de la sous-traitance, c'est justement la fin de tout ça. C'est une espèce d'harmonisation, j'ai envie de dire, par le haut. Et donc c'est pour ça qu'on est particulièrement content et contente, et on estime voilà que ce n'est pas que la fin de la sous-traitance, bravo, c'est symbolique, c'est vraiment comment dire, voilà, une amélioration du statut social, une amélioration des conditions de travail et des garanties du maintien de leur emploi, du maintien de leur salaire, et pour nous c'est vraiment très important dans la période, notamment parce que voilà, enfin, on n'arrête pas d'entendre à longueur de journée parler des licenciements, des groupes hôteliers en fait qui ou pas que, hein, on a les camarades des TUI par exemple, dont l'employeur a bénéficié des aides de l'État et qui supprime aujourd'hui 600 emplois en fait, y compris avec la bénédiction de la directe. Enfin, juste c'est du délire quoi. Et dans la période actuelle, le sens entre guillemets de ce rassemblement, c'est aussi de dire à nos camarades qu'il est possible d'obtenir des victoires et que il faut qu'on apprenne, mais qu'on sache aussi dans le milieu syndical valoriser nos victoires, parce qu'elles existent aussi. Elles sont pas forcément assez visibilisées, et je pense que voilà, en fait, il faut qu'on valorise nos victoires, qu'on les utilise aussi comme moyen pour dire que en fait tous les plans de licenciement en réalité c'est des plans de restructuration, c'est des plans qui ont d'autres objectifs que entre guillemets le ouin on n'a pas d'argent. Ça c'est un prétexte en fait, parce qu'aujourd'hui ce que fait le groupe Louvre Hôtel, pour le coup, en internalisant, c'est d'embaucher. C'est ça concrètement ce qui se passe. C'est en fait en remettant en cause la sous-traitance et en mettant fin à la sous-traitance, de fait, c'est une embauche de ces salariés-là, et donc il nous démontre clairement que c'est possible, alors que l'ensemble des patrons nous disent la solution c'est de licencier, et ben nous en fait on prouve que la solution c'est aussi d'embaucher, et qu'en réalité les plans de licenciement ont pour objectif des réorganisations, des restructurations, des choses qui ne changeront rien en réalité à la situation. Licencier, ça ne fera pas revenir les clients, ça ne améliorera pas la situation dans les hôtels, etc. Et ce ne sont que des prétextes bidons pour justifier l'injustifiable.
Est-ce que tous les corps de métier étaient concernés par cette sous-traitance? Quel était le pourcentage? En tout cas dans cet hôtel, et c'est le cas aussi en fait au Campanile du Bourget, c'est le service d'hébergement, donc le service femmes de chambre, équipier et gouvernante qui est concerné par la sous-traitance. Et d'ailleurs c'est quelque chose qui est assez courant, c'est-à-dire qu'en fait principalement dans l'hôtellerie de manière générale, les principaux corps de métier concernés par la sous-traitance, c'est le service d'étage, en fait, donc l'hébergement, et le service de sécurité, en fait. Et comment dire, et en tout cas, pour ce qui est du service d'hébergement, ça constitue le cœur d'activité, c'est la raison d'être même d'un hôtel. Et donc, en réalité, c'est sa sous-traitance qui est complètement anormale et injustifiée. J'allais vous dire justement, est-ce que c'est une évolution pour ces salariés de la sous-traitance, comme on travaille notamment pour des industries de nettoyage, des agences de nettoyage, ils interviennent sur différents sites. Oui, ça veut dire que c'est complexe quand on arrive dans un hôtel et que après on va nettoyer des bureaux. C'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout les mêmes. Oui, complètement. Après il y a plusieurs. En fait, en réalité, il y a un peu plein de questions dans votre question parce que ça pose toute la question pour le coup d'abord de la déqualification des salariés. Ça veut dire que les femmes de chambre aujourd'hui, c'est une des batailles aussi que mène notre syndicat sur la question de la reconnaissance du travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les femmes de chambre, elles sont classées agents de service. Le travail qu'elles font n'est absolument pas inconnu. Et donc voilà, c'est effectivement une question assez centrale. Et c'est justement ce type de qualification qui permet, le fait de classer tout le monde agent de service, qui permet de les déplacer un jour dans un hôtel, un jour dans un autre hôtel, d'un autre type, parce que dans l'hôtellerie il y a quand même aussi différentes gammes, ou voir les muter aussi dans des supermarchés, dans des universités, dans des bureaux, etc. Donc il y a pour moi la question effectivement de la qualification où nous on plaide que de chambre, c'est pas un boulot de femme de ménage. Ça ne veut pas dire non plus que le boulot de femme de ménage ne doit pas être reconnu aussi en fait et qualifié, considéré comme un travail qualifié. Mais ce que je veux dire, c'est que le travail de femme de chambre, c'est la réalisation d'une prestation entière, en fait, qui n'est pas simplement voilà, sans vouloir non plus simplifier, de passer l'aspirateur. C'est une prestation entière et donc elles doivent être classées aussi en fait comme agent qualifié de service et non comme agent de service. Donc effectivement ça par exemple, ça ne sera plus possible avec effectivement cette internalisation. Ça c'est la première chose. Puis deuxième chose, avec le système sous-traitance, c'est ce que je disais tout à l'heure en fait, il y a la question de l'hyper-flexibilité des salariés. Alors nous on a eu y compris des cas de salariés qui venaient nous voir pour nous signaler que elles se sont présentées sur le site et que l'employeur leur a dit non, aujourd'hui tu vas aller travailler ailleurs. Alors sans aucun respect donc un délai de prévenance, sans aucun respect de quoi que ce soit, elles peuvent par exemple travailler pendant 20 ans sur un site et du jour au lendemain on va leur dire non en fait finalement tu vas aller sur d'autres sites. D'ailleurs à ce titre c'est quand même assez intéressant de savoir qu'il y a certaines entreprises, parce que bon, le milieu du nettoyage, j'ai envie de dire, et de l'hôtellerie, c'est quand même un petit milieu aussi, en fait, où tout se sait, tout le monde connaît tout le monde connaît les pratiques de tout le monde aussi. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il y a certaines entreprises de nettoyage qui ont certains sites, et les salariés se disent entre eux que si tu es envoyé, par exemple, vers tel site à tel endroit, et c'est pour être licencié parce que là-bas tu vas pas tenir, parce que là-bas c'est un autre mode de gestion, c'est des cadences encore plus élevées, etc. Et donc c'est vrai que en fait voilà il y a cette question d'hyper flexibilité mais qui existe à cause de la clause de mobilité, mais il y a aussi son usage qui est de se débarrasser de salariés, en fait de briser des grèves, etc. Donc c'est la fin de tout ça et je peux vous dire qu'on est assez contents. Merci beaucoup. De rien, merci à vous. J'avais une question sur vous parliez d'intersyndicale tout à l'heure.
Quels sont les syndicats qui ont pris part à cette intersyndical? Alors en fait, l'accord en question a été, de mémoire, signé principalement donc, par la CGT, la CFDT et la CGC. En fait, initialement, le premier accord qui a été présenté par la direction donc, en juin 2020, c'était vraiment un accord qui rentrait dans le cadre des dispositions Macron sur les accords de performance collective, qui prévoyait entre guillemets de tout revoir à la baisse, mais réellement, je veux dire dans la mesure où un syndicat qui représente ou des syndicats qui représentent dans leur ensemble plus de 50% le signe, un accord est valable et il peut tout remettre en cause, c'est-à-dire par exemple baisser la durée du temps de travail, revoir les salaires à la baisse, c'est-à-dire par exemple ne plus garantir que les minima hiérarchiques. C'est-à-dire que par exemple si tu as fait une grève et tu as obtenu des augmentations significatives des salaires, ce qui est le cas en tout cas dans les établissements où on intervient, tout peut être revu à la baisse. On peut effectivement introduire par exemple une clause de mobilité. Tout ça a été effectivement proposé par la direction au mois de juin dernier il y a tout un travail qui a été fait par les camarades qui sont délégués de la CGT-HPE pour effectivement construire et renforcer une intersyndicale pour refuser cet accord. Parce qu'il faut savoir aussi que ces accords, y compris dans leur écriture dans la loi, tels qu'ils sont inscrits dans la loi, prévoient qu'en cas de refus du salarié, c'est le licenciement pour cause réelle et sérieuse. Ça veut dire que finalement, on va introduire un tas de modifications à ton contrat de travail, parce qu'il faut quand même préciser aussi que les modifications s'appliquent de droit. L'accord s'applique de droit, y compris même quand il y a des dispositions contraires dans le contrat de travail. Et que en cas de refus du salarié, c'est le licenciement pour cause réelle et sérieuse. Ça veut dire que tu n'as même pas la possibilité de contester le fondement de ton licenciement face au prud'homme. Et les camarades, après de multiples négociations, discussions, etc., ils ont réussi à faire reculer la direction sur ces dispositions-là et à obtenir plutôt un accord satisfaisant qui inscrit justement dans l'accord l'interdiction des licenciements. Et pour la petite histoire, je pense qu'il y a certains syndicats, comme par exemple la CGC, qui avait intérêt, y compris effectivement, à signer cet accord avec notre syndicat, parce qu'il faut savoir que, contrairement à ce qu'on peut penser, les cadres allaient être particulièrement affectés par ça. Ils n'avaient pas intérêt à ce que l'accord passe, quoi, parce que effectivement, tout ce qui relève entre guillemets du supralégal, les cadres en bénéficient aussi un peu particulièrement, et donc ils n'avaient pas intérêt à signer un accord qui revoit tout à la baisse, quoi. Voilà.